Dans ce troisième épisode, je vais vous raconter l'histoire de mes parents et plus particulièrement leur histoire d'amour. Pour y arriver, je vais vous lire un texte que j'ai écrit après leur décès. Ils sont morts tour à tour à une semaine d'intervalle en janvier et février 2001. J'ai envoyé ce texte-là à Ghislaine Roux du Journal Le Soleil pour sa chronique « Parlez-moi de vous, parlez-moi de tout » qui demandait des textes qui paraîtraient pour la Saint-Valentin. Tristan, Isolde, Biel et Didi. Tout commence avec la naissance de Didi le 28 janvier 1925 à Saint-Casimir. Comme ma mère s'amusait toujours à le dire, la venue sur Terre d'une si charmante jeune fille obligeait qu'on lui conçoive un compagnon digne d'elle. Mes grands-parents paternels, sans savoir qu'il s'était fait confier une si extraordinaire mission, conçurent mon père qui naquit à Baie-Saint-Paul 9 mois plus tard, le 21 octobre 1925. Les chemins du destin les firent se croiser, il le fallait bien. Ils se marièrent le 14 juillet 1951. Leur vie à deux s'est déroulée comme celle de bien d'autres couples, avec des moments de pur bonheur et des moments plus difficiles, sans doute. Jusqu'à ce que la maladie essaie de les désunir, mais c'était bien peu connaître la force des sentiments qui les liaient. Au fur et à mesure que la sclérose amenuisait ma mère, lui enlevant le plaisir de courir dans les bois avec mon père, puis celui d'écrire des lettres d'opinion, de la poésie et même ses mémoires, mon père semblait vouloir être à la fois ses jambes et ses bras, y laissant, lui aussi, ses forces. Mon rôle de travailleur social en soins palliatifs, pour moi, c'est, je dirais simplement, c'est un rôle d'accompagnateur. Bien sûr, ça va s'actualiser dans plein de choses différentes. Je dirais plus particulièrement de l'information, de l'éducation, des conseils, de l'écoute, du soutien. La particularité du travail social, c'est qu'on va s'intéresser à la personne, par exemple la personne malade, mais aussi on s'intéresse à son système. Avec le réseau familial, tout ça, on a vraiment... Qu'est-ce qui est la particularité pour moi de mon travail? C'est, oui, je vais m'intéresser à ce que la personne vive son projet de fin de vie de la meilleure façon possible, mais aussi son entourage. Évidemment, quand j'arrive à un domicile, je rencontre les gens du réseau là, qui est très rapproché. Ça veut dire souvent le couple, principalement. Les gens ont tendance, je dirais, de façon générale, à s'organiser par eux-mêmes avec leur réseau. Ils n'ont pas une attente envers nous déjà d'emblée, souvent d'avoir des services ou du soutien comme ça. C'est un peu, je pense, une réaction normale quand on a l'impuissance que crée la maladie puis l'impact que ça a dans notre milieu. Ben, il y a comme une notion de face à l'impuissance, je vais me mettre en action puis je vais tout faire. La personne malade l'aurait faite pour moi, c'est que moi aussi, je vais tout me donner corps et âme pour elle, puis parce que je l'aime, puis elle l'aurait faite pour moi. En toute sincérité, il lui avait promis qu'elle mourrait chez elle, dans cette maison qu'elle a tant aimée et qui m'a vu grandir. La fatigue et l'épuisement veillaient, tentant de les désunir, mais c'était bien peu connaître la force des sentiments qui les liaient. Ils firent ensemble le deuil de leur maison et allèrent où Didi aurait les soins qu'il lui fallait. Biel déménagea juste à côté pour pouvoir partager le plus de moments possible avec elle, lui promettant de veiller sur elle jusqu'à sa mort. Quand il sentit qu'elle commençait à rôder de plus en plus près de ma mère, il se promit d'être là lorsqu'elle viendrait la chercher. Il multipliait les visites et les déplacements, oubliant de se reposer, de bien se nourrir et surtout de prendre soin de lui. Il voulait être à la fois sa force et sa vie. La mort est venue prendre Didi sans que Biel ne soit là, tentant encore une fois de les désunir, mais c'était bien peu connaître la force des sentiments qui les liaient. Le lendemain de la mort de Didi, Biel entre à l'hôpital, aux soins intensifs. Insuffisance respiratoire, épuisement total. Pourtant, il veille toujours au grain, demandant des nouvelles de la suite des choses pour respecter les volontés de sa belle, pour que son service soit digne d'elle. Il dirige avec le désespoir d'un capitaine qui voit couler son bateau. Le jour des funérailles arrive. L'infirmière m'appelle pour me dire que mon père ne va pas très bien, que je serais mieux de venir à son chevet, même s'il avait dit de ne pas me déranger parce que je devais m'occuper du service de Didi. Mon conjoint Denis m'y accompagne. Biel est si faible et pourtant, il demande souvent à quelle heure est le service. Je le quitte pour me rendre à la cérémonie, le laissant avec Denis. Je sais qu'il veut que j'y sois pour lui. Après mon départ, il s'informe souvent de l'heure et sait très bien quand le service de maman commence. À la toute fin de la célébration, pendant la chanson « J'ai pour toi un lac de Vigneault », mon père commence à nous quitter. « J'ai pour toi l'amour quelque part au monde, ne le laisse pas se perdre à la ronde. »
Parfois, les gens vont oublier qu'on peut s'épuiser aussi en faisant ça. Puis parfois, les situations peuvent durer des semaines, des mois. Puis de se donner entièrement, d'être disponible à quelqu'un 24 heures sur 24, ça peut devenir épuisant. Pourquoi c'est important de prévenir l'épuisement des proches aidants? C'est que en fin de vie, on veut absolument, si possible, ça va être un facteur important d'un maintien à domicile. Les gens, habituellement, veulent rester le plus longtemps possible à domicile. Et bien, ça va être plus difficile si ton proche aidant est épuisé déjà. J'aime ça penser à des exemples. La dame, elle va faire l'épicerie, mais elle est bien inquiète de son conjoint quand elle va faire l'épicerie. Ça fait qu'à part, quand il va faire une sieste en début d'après-midi, à part à course, elle s'en va à l'épicerie, ramasse les choses très rapidement, puis s'en revient à domicile parce qu'elle se dit « je vais me sentir vraiment coupable s'il arrive quelque chose pendant que je ne suis pas là ». Une chose qu'on peut faire à ce moment-là, c'est d'offrir du répit, c'est-à-dire qu'il y aurait quelqu'un qui est présent à domicile, puis elle peut aller faire son épicerie tranquillement, en toute sérénité, parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un à domicile, puis que s'il y a quelque chose qui se passe, les gens vont l'appeler. Une amie que je surnomme affectueusement la petite sorcière me dit les avoir vus danser durant la chanson dans cette église où ils s'étaient unis, il y a de cela presque 50 ans. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, leur avait-on dit. Mais c'était bien peu connaître la force des sentiments qui les liaient. Cet été, le 14 juillet, je sais qu'ils fêteront leur noce d'or, enfin libérés de ces deux corps devenus trop petits pour leur grand amour. Ils sont morts bien avant la mise en œuvre de l'aide médicale à mourir. Je ne peux pas m'empêcher de me demander s'ils auraient voulu la prendre pour décider du moment où ils partiraient ensemble. Je pense qu'ils auraient choisi le jour de la fête de ma mère, le 28 janvier, alors que les médicaments ne l'avaient pas encore trop coupé du monde. Et mon père, il aurait probablement osé aller se faire examiner et diagnostiquer plutôt que de taire sa condition pour ne pas laisser tomber ma mère comme promis. Il aurait sûrement été plus en paix, plutôt que de toujours se demander s'il allait tenir le coup jusqu'au bout. Mais comment vraiment savoir ce qu'il aurait fait? Les différents facteurs qui vont influencer la décision d'une personne concernant l'aide médicale à mourir sont multiples. Moi, je pense souvent, on a une idée de nos choix qu'on voudrait faire devant une situation, mais il y a plusieurs facteurs qui vont influencer cette décision-là. Puis, au fil des années, ce qui me fait prendre conscience que c'est difficile de savoir avant qu'on soit vraiment là. Il y a les facteurs, je dirais, biophysiologiques, ça veut dire la maladie comme telle. Est-ce qu'elle apporte de la douleur? Est-ce qu'il n'y a pas de douleur, des difficultés respiratoires? Non, quelles sortes de symptômes on a? Les facteurs individuels, nos valeurs, comment on a vécu, qu'est-ce qui est important pour nous? C'est des choses qui vont influencer. La troisième chose, je dirais, c'est le social. C'est le réseau de la personne. Est-ce qu'il y a une famille présente? Est-ce qu'il y a une famille qui est grande, qui est investie? Est-ce qu'il y a des proches qui peuvent s'impliquer autour d'elle? Puis, le dernier facteur, c'est les facteurs environnementaux. Ça, c'est l'accessibilité, par exemple, à un médecin à domicile. Toutes ces quatre choses-là sont vraiment importantes dans le choix que va prendre une personne. En appliquant ce que vient de dire François Blouin à mes parents, je peux un peu mieux réfléchir à ce qu'ils auraient pu choisir s'ils avaient pu. Si on commence par la maladie comme telle, ma mère, par exemple, a choisi de ne pas faire soigner le cancer du poumon de la grosseur d'une clémentine qu'ils lui ont découvert. Après avoir fait tant de deuil avec sa sclérose en plaques au fil des ans, elle a décidé que ce serait sa porte de sortie. Mon père, lui, se savait malade, mais n'a jamais su de quoi. Il a tenu tête à la maladie pour ne pas briser sa parole. Sur ce point-là, je pense qu'il aurait probablement fait le choix de l'aide médicale à mourir. Pour ce qui est des soins, ils avaient déjà fait le deuil de leur maison. Ils étaient dans un établissement où ils étaient bien soignés, donc je pense que ça n'aurait pas eu d'impact. Pour ce qui est des valeurs, ma mère était athée et elle a tenu jusqu'au bout en refusant l'extrême onction. Mon père, par contre, l'a accepté. Il venait d'une famille très religieuse, mais semblait pourtant pas religieux durant sa vie. Il voulait peut-être mettre toutes les chances de son côté. Sur ce point-là, donc, j'ai un petit doute pour mon père. Par contre, le fait de pouvoir tenir sa promesse en partant avec ma mère, je pense que ça aurait pu contrebalancer le reste. Pour ce qui est du réseau familial, ma mère était bien entourée par mon père, ses frères et ses sœurs et sa descendance. Mon père, lui, avait l'inquiétude de la suite des choses. Pour mon frère Jean-François, dont je devrais m'occuper à leur place, pour le poids que ça représente, pour s'occuper des funérailles de Didi.
Quand je lui ai parlé, la veille du service de ma mère, et que je lui ai dit que tout irait bien pour nous, qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter, qu'il pouvait lâcher prise, il a arrêté de lutter. Les gens qui prenaient soin de lui à l'hôpital nous ont même dit qu'il n'était plus le même le lendemain matin. Ça aussi, ça me laisse croire qu'ils auraient vraiment pu choisir l'aide médicale à mourir. Quand j'ai commencé à travailler en soins palliatifs, je pensais que les gens, on devenait différents. Puis que là, tout à coup, quand la maladie arrivait, on faisait amende honorable ou on devenait une personne différente de ce qu'on était auparavant avec la maladie. Puis, qu'est-ce que je m'aperçois avec l'expérience, c'est que finalement, on est ce qu'on est et quand on arrive en fin de vie, bien, on est un peu la personne qu'on a toujours été. Autrement dit, on meurt comme on vit. Grand-père Laurent était une personne assez extraordinaire. Pour vous présenter un peu mon grand-père, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui adorait travailler, qui était toujours enjoué, toujours de bonne humeur. C'était la bonté sur pattes. Mon grand-père, c'était quelqu'un qui adorait le monde. Il aimait ça, être avec les gens. Il a déjà été confronté à la mort souvent. Il allait à l'hôpital voir des gens qui n'avaient pas de famille parfois, puis il passait la nuit avec eux autres. Ça se pouvait qu'ils décèdent. Fait qu'il a fait ça pendant très longtemps. C'était bénévole, il s'assoyait, parfois les gens parlaient, parfois les gens ne parlaient pas. Donc la mort, pour lui, c'était quelque chose qui faisait partie de la vie, de son cours, mais on pensait que notre grand-père allait être invincible. Il avait 90 ans, il allait encore bûcher son bois, il faisait les foins, c'était le premier en train de tirer après les balles de foin, il était toujours en train chez mes parents à faire quelque chose, même quand il fallait pas. À 90 ans, il avait pris des contrats pour déneiger des autos l'hiver à l'estacade. C'est quelqu'un qui était toujours en train de bouger. Puis là arrive le moment où le COVID arrive, à l'estacade, ils sont confinés à l'estacade. C'est extrêmement dur pour lui d'être tout seul. Quelqu'un qui adore être avec le monde, puis là, il se fait dire qu'il ne peut pas aller voir le monde, qu'il ne faut pas qu'il y ait voir personne, pris dans son appartement. Il m'appelait souvent parce que moi aussi, j'étais dans un appartement. Fait que pour lui, on avait la même réalité. Ce qui n'était pas vraiment le cas tout à fait parce que lui, il me disait, c'est puis ma journée, puis ta journée, Émile. Moi, j'avais plein d'affaires pour me désennuyer. J'avais PlayStation et compagnie. Puis lui, il disait, moi, aujourd'hui, j'ai compté les marches dans les stacks. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Puis là, ça le pesait beaucoup, ça, parce qu'il y avait l'impression de comme, même pour lui, il l'a dit, à mourir de ça ou mourir de quoi d'autre. En parlant du COVID, à mourir de ça ou mourir de quoi d'autre. On dit à 90, qu'est-ce que ça change? On parlait souvent des personnes âgées, qu'on voulait les protéger, mais j'ai dit, est-ce que vous les avez parlé aux personnes âgées? Parce qu'il y en a pour qui c'était dur. Ça a été extrêmement dur. J'ai pas du tout été surpris de sa décision. Ça l'a toujours été une femme fière qui puis elle pensait beaucoup à nous dans sa décision de nous épargner comme sa souffrance, puis elle qui disait ça, sa déchéance, qu'elle voulait pas qu'on soit témoin de la voir souffrir puis de la voir s'éteindre à petit feu. Donc c'était pas du tout surprenant comme décision. On s'en attendait. Elle l'avait déjà évoqué à certains moments qu'elle réfléchissait à ça, ou en tout cas, du moins pas qu'elle l'envisageait, mais qu'elle le considérait, disons. Le prochain épisode sera consacré à ces deux petits-fils qui ont accepté de nous parler de l'expérience qu'ils ont vécue. On n'est plus dans les suppositions comme pour mes parents. On va pouvoir comprendre le parcours de Pauline Brousseau et de Laurent Côté à travers les confidences de Maxime et Émile. Je me sens privilégiée qu'ils aient accepté de me raconter avec générosité une partie de l'histoire de ces deux personnes qu'ils aiment beaucoup et dont ils doivent encore apprivoiser l'absence.